Nous avons eu des Caravages, des Nietzsche, des Baudelaire, des génies. Et si nous avions pu donner à ces êtres uniques et fragiles 30 ans, 50 ans, 100 ans de plus à vivre, quelles autres sublimes productions nous auraient-ils offertes? Maintenant, élargis ta pensée. Conçois l'idée que nous puissions décortiquer l'homme, le désosser et tout isoler en lui, pièce par pièce, les gènes de l'intelligence, les ressorts de la performance, les causes de la créativité, l'élan du jeune, la sagesse de l'ancien. Considère que nous puissions offrir ces plus hautes qualités humaines à tous les peuples du monde. Voilà ce que nous faisons chez Transca. Alors Transca est une société qui n'existe pas, ou en tout cas, pas encore. Mais si elle existait, que feriez-vous? Est-ce que vous feriez appel à ses services à titre individuel? Est-ce que, en tant que manager, vous recruteriez en priorité des gens qui sont passés par Transca? Alors, ça peut vous paraître être dans le domaine de la science-fiction, mais on s'est dit qu'on ne pouvait pas clôturer cette journée sur l'innovation managériale sans intégrer, sans essayer de déflorer un peu des révolutions qui sont en train d'advenir et qui concernent quelque part le devenir de l'humanité et finalement en quoi ça va devoir à nouveau faire évoluer nos modes de management et le devenir de l'entreprise. Peut-être posons le débat 2 secondes en regardant la définition du transhumanisme. Merci pour le petit slide, s'il vous plaît, en régie. On a pris celle de Wikipédia, il y en a dans plein d'endroits, mais c'est un néologisme qui date, en fait, maintenant d'il y a un certain temps, hein, c'est apparu dans la deuxième moitié du XXe siècle, dans les années 80, et donc c'est ce mouvement intellectuel, merci en régie, c'est un mouvement intellectuel qui prône finalement la capacité des sciences à améliorer les caractéristiques des hommes, qu'elles soient physiques, courir plus vite, sauter plus haut, ou qu'elles soient intellectuelles, avoir plus de mémoire, raisonner encore plus vite, plus fort, être capable d'intégrer plus de données. Et qui peuvent aller jusqu'à la question de la longévité de l'homme. Est-on capable de devenir immortel? Ça fait partie des bénéfices ou des dangers que certains voient dans le transhumanisme. Alors j'ai le plaisir, on aura sauté la petite définition, mais c'est pas grave, j'espère qu'elle a été claire. J'ai le plaisir, pour aborder ce sujet, d'avoir 3 personnalités absolument passionnantes qui ont un parcours, vous le verrez, qui permettent à la fois de jongler dans le registre un peu plus philosophique et dans le monde de l'entreprise, puisque c'est quand même le thème de notre journée. Tout d'abord, merci à Gilles Babinet d'être à nos côtés, malgré un agenda plus que compliqué, hein, et d'avoir fait du just-in-time pour arriver jusqu'à cet événement. Gilles, vous êtes, certains ont dit, un serial entrepreneur. Donc Gilles a monté beaucoup d'entreprises dans le monde du numérique. Il a ensuite été le président du conseil numérique depuis 2011, et c'est désormais notre digital champion au niveau européen. Et vous avez, au-delà du petit livre qui a été mis dans les écrans, je pense qu'il y a un autre livre qui est intéressant dans vos publications, qui est le livre sur l'ère numérique, un nouvel âge pour l'humanité, qui je pense peut être en résonance avec les thèmes qu'on ouvre aujourd'hui. Jean, à ses côtés, Jean Stone, qui est à la fois un des hommes les plus curieux que je connaisse, qui est à la fois philosophe, essayiste, prospectiviste, diplômé de mathématiques, de paléontologie, et qui prône en tout cas la capacité à faire des ponts entre plein de disciplines. Et c'est d'ailleurs le secrétaire général de l'université de l'interdisciplinarité. Et ensuite, enfin, François Régis, je pense le plus jeune intervenant de notre journée, 28 ans, 29 ans, c'est ça, 28 ans. François Régis de Guéniveau, qui est un jeune romancier qui publie son premier roman depuis le mois de septembre, qui s'appelle Indissident, sur ce thème-là du transhumanisme, et qui a la caractéristique d'être aussi consultant en même temps, donc qui a le plaisir de voir le monde des entreprises. Alors peut-être, pour poser ce débat, j'aimerais bien déjà qu'on revienne sur finalement le transhumanisme, où est-ce qu'on en est? Est-ce que Jean, en tant que prospectiviste, est-ce que c'est un mouvement avéré?
Est-ce qu'on est dans la pure science-fiction? Est-ce que moi, qui ne peux pas me coucher, dormir, vivre sans ce petit outil, est-ce que je suis déjà transhumaine? En fait, pour essayer d'être clair, d'abord bonjour à tous, je pense qu'il y a 3 types très différents de transhumanisme quand on parle de cela. Le premier, et ces transhumanismes sont à des échelles aussi de temps très différentes. Le premier existe déjà, c'est ce qu'on appelle le cyborg, c'est-à-dire le moitié homme, moitié machine. Et il y a 2 ans, on a eu les premières vidéos, vous avez sans doute vu sur Internet, c'était au Johns Hopkins Laboratory, d'un homme qui a perdu les 2 bras et qui contrôle des bras robots par la pensée. Donc on a pour la première fois mis en place une interface entre le cerveau humain et un système électronique. Maintenant, une des vidéos qui m'a le plus marqué dans celle que j'ai découverte, c'est un prof qui s'appelle Hugues R. Hugues, sans le ES, et R, H2R. C'est l'un des directeurs d'un laboratoire du MIT qui a perdu lui-même les 2 jambes quand il était jeune. Et ils ont bricolé là-bas un système qui va encore plus loin que les bras robots. Ce sont des pieds robots. Et ces pieds robots permettent à une danseuse qui a perdu une jambe dans un attentat de redanser. C'est extraordinaire quand on le voit. Et d'un autre côté, c'est terrifiant. Dans cette même vidéo, il vous montre qu'on peut mettre un exosquelette qui, au bout de 40 minutes, les gens qui le portent sont dégoûtés des jambes humaines. Ils sont absolument dégoûtés tellement les jambes artificielles fonctionnent mieux. Et donc c'est à la fois une chose magnifique, émouvante. On pleure quand on voit cette vidéo tellement c'est merveilleux de pouvoir réparer ainsi des êtres humains qui ont perdu une jambe et la chose essentielle de leur vie pour une danseuse. Et à la fois c'est terrifiant. Donc ça c'est le transhumanisme cyborg. Et il y a une autre forme, toujours le transhumanisme cyborg, c'est le rapport, Elon Musk travaille dessus, Facebook, tout le monde travaille dessus, c'est la connexion homme-machine. Vous avez une vidéo de l'Université du Minnesota où vous avez des jeunes avec un professeur qui s'appelle Bin-He, B-I-N-H-E, un chinois. Vous pensez la recherche sur Google, et bien demain, vous aurez la réponse dans votre oreille. Là, vous avez déjà, ce professeur Bin-He, un drone qui peut suivre un labyrinthe de ballons très serré, contrôlé par la pensée de l'étudiant. Il y a quelques semaines, la même technologie a permis au Brésil à un tétraplégique de faire un tour en Formule 1. Alors, on a bien testé le truc avant, évidemment, parce qu'il fallait calibrer sa pensée avec les roues de la Formule 1 pour que ça ne parte pas dans le décor, mais il fait un tour de Formule 1 dans la Formule 1 en étant un tétraplégique. Donc, vous voyez, ça, c'est la connexion homme-machine. Ce transhumanisme-là, il est déjà là. On a tous les moyens, c'est là. Ensuite, il y a le transhumanisme de phase 2, qui est le transhumanisme biologique. Pour ceux qui ont vu le film, c'est Bienvenue à Gattaca, évidemment. C'est le transhumanisme dont nous parlent les gens comme Laurent Alexandre, etc., ou le fameux, la société Transca, de François Régis. Ne croyez pas que François Régis soit un fan, il dira lui-même de cela. Au contraire, son livre est une critique. Il a fait cette petite vidéo pour vous faire peur, mais ce livre est une critique de ce genre d'approche. Eh bien, moi, je dis que ça, contrairement à ce que vous dit Laurent Alexandre, ça va. Oui, ça va se poser, ça va arriver, mais ce n'est pas encore pour tout de suite. Ce n'est pas encore pour tout de suite parce qu'en fait, il y a le grand secret qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a depuis 500 ans un décalage dans la science occidentale, un siècle de retard qui se perpétue depuis 500 ans entre les sciences de la matière et les sciences de la vie et de la conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans le même état dans les sciences de la vie et de la conscience qu'on était il y a à peu près un siècle dans les sciences de la matière. Quand on lançait un avion, on mettait une aile. Allez, on va mettre 2 ailes pour voir. Allez, on en met 3. Allez, on met le moteur à l'avant. Non, on met le moteur à l'arrière. On met 2 hélices. On met une hélice contrarotative, et ainsi de suite. Aujourd'hui, quand un Airbus décolle, on sait à l'avance, au millimètre près, ce qui va se passer. Dans la vie, on est à peu près au stade où on était il y a un siècle. Et ça, c'est un problème dont on pourra discuter. Mais ce transhumanisme-là va arriver, mais il est beaucoup plus éloigné qu'on l'imagine. Il est embryonnaire pour l'instant. Et le dernier transhumanisme, bien sûr, c'est le transhumanisme ultime, ce dont rêve un Ray Kurzweil, l'homme de la singularité, etc. C'est la fusion homme-machine. C'est-à-dire se dire, voilà, eh bien, on va fusionner avec les machines. On va devenir un avec la machine. On va downloader son esprit dans la machine pour vivre éternellement. Et pour certains, vous avez vu, c'est une nouvelle religion. Il y a même quelqu'un qui a lancé la religion de l'intelligence artificielle, du transhumanisme, parce que c'est l'idée de Ray Kurzweil. Toutes les religions vous mentent depuis des milliers d'années, parce qu'elles vous disent qu'il y a une vie éternelle. Il n'y en a pas, mais nous, on est la seule vraie religion sur Terre. On va vous procurer la vie éternelle, parce qu'on pourra downloader dans une machine. Alors évidemment, moi, personnellement, je fais partie des gens qui croient qu'il y a 3 opinions. Ceux qui disent
comme Roosevelt, c'est possible, c'est génial. Ceux qui disent comme Elon Musk, Bill Gates, Stephen Hawking, c'est possible et c'est abominable. Attention, méfiez-vous. Et ceux comme moi qui disent c'est probablement pas possible, mais je peux me tromper, donc il faut surveiller le truc. Donc voilà un peu pour poser le débat, les trois formes de transhumanisme très différentes auxquelles nous sommes déjà ou nous allons être demain confrontés. Et je rajouterai un dernier point, le concept de post-humain. Le post-humain, c'est le robot, c'est pas un être humain, c'est un robot capable de remplacer l'être humain. Là aussi, je n'y crois pas pour différentes raisons, mais c'est la fusion de 3 technologies que vous avez déjà. C'est le robot Atlas de Boston Dynamics, celui qui fait le salto arrière, vous avez vu, qui est déjà aussi agile qu'un être humain et qui est humanoïde. C'est Google DeepMind avec du deep learning, et c'est le robot de Hanson Robotics, Sophia, qui vient d'avoir, comme vous avez vu, la nationalité saoudienne, ce qui est assez amusant parce que les femmes n'ont même pas une vraie nationalité en Arabie Saoudite, et on donne la nationalité au robot, mais enfin bon. Et donc tout ça pour dire que Sophia, c'est le robot le mieux à même un jour de passer le test de Turing. Donc ça, ce sera vraiment une espèce de post-humanisme quand on aura des robots humanoïdes qui sont capables de passer le test de Turing et qui sont en plus avec des techniques de deep learning. Voilà, pour poser un peu le schéma. Le schéma très rapide. Gilles, vous qui, j'allais dire, dans votre qualité de digital champion au niveau européen, est-ce que vous voyez les entreprises rentrer sur ce débat? Est-ce que vous voyez les pays, les gouvernements s'emparer et travailler sur ces sujets? Un peu, effectivement. En réalité, j'ai souvent été très critique à l'égard justement de l'incapacité des acteurs politiques à se projeter dans le futur, et en particulier à l'égard des acteurs français, sans vouloir explicitement me positionner politiquement. Je pense que ça a changé parce qu'on a eu un rafraîchissement du Parlement. Les gens sont plus jeunes et donc plus à même de comprendre ces sujets. Et puis, réellement, je crois, une intentionnalité forte à l'égard de ces sujets de modernité, de transformation digitale, dans le cadre du programme de celui qui deviendra notre président. Donc oui, ça c'est quelque chose qui est plus présent. J'ai beaucoup poussé au sein de la Commission pour que on repense le paradigme politique en considération de cette révolution et de cette modernité. Et alors, évidemment, lorsque vous dites ça, on vous assimile assez facilement à, je dirais, un technophile qui peut être éventuellement un peu manichéen, c'est-à-dire qui voit les bienfaits de la technologie. Mais je crois que justement, la grande opportunité de l'Europe, c'est d'être capable d'avoir une approche humaniste du progrès, et non pas une approche qui est uniquement dictée par le marché. C'est-à-dire qu'on a quand même un ensemble de 500 millions de personnes qui est un ensemble, malgré tout, où on contrôle encore notre souveraineté. L'opportunité, c'est d'essayer de se dire ces technologies doivent être orientées vers une finalité, et la finalité, c'est un bien-être collectif et pas uniquement une finalité de marché. Ça, c'est quelque chose qui, je crois, est assez présent. Encore faut-il, et tout le problème est, je crois, là, encore faut-il qu'on ait, je crois, quelque chose qui dépasse la notion de technologie. Et je crois qu'évidemment, on se dit tous humanistes, etc., mais quelle peut être une forme de finalité ou de pré-finalité que l'on pourrait avoir? Et c'est vrai que c'est assez compliqué, notamment parce que on voit qu'il y a de nombreux problèmes qui sont induits par la technologie, et qui fait qu'on pourrait se dire avoir une approche conservatrice, c'est en soi une posture qui est différente des deux grands ensembles autres que l'Europe, que sont la Chine et les États-Unis. Et cette tentation, elle existe. Elle existe évidemment sous différentes formes de populisme, mais aussi de façon plus raisonnable et sans doute plus dangereuse, sous différentes formes de courants conservateurs qui défendent un certain nombre de principes au nom de la tradition. Je pourrais assimiler ça d'ailleurs assez facilement au refus de dimensions morales comme le mariage homosexuel, des choses comme ça. Et on se dit, mais en fait, si finalement on autorise toutes ces choses-là, on n'a plus de garde-fous et potentiellement on a une tendance à aller vers différentes formes d'eugénisme. Et là, je crois que c'est là où il faut faire probablement à un certain moment des paris de Pascal, c'est-à-dire se dire, mais finalement, en ce qui me concerne, il faut avoir foi en la qualité remarquable de l'humanité et de l'humain, et je dirais même de l'individu. C'est-à-dire que
l'une des grandes, je crois, choses qui est arrivée au travers du siècle passé, c'est la lutte contre Malthus. C'est-à-dire le fait qu'on a une croissance démographique, on a une croissance des besoins, et on a sacrifié beaucoup de choses pour pouvoir répondre à ces contraintes, en fait. Et ce que implicitement on a sacrifié également, et qu'évoque très très bien Max Weber d'ailleurs, c'est l'idée de dire qu'il y a une forme de poésie qui caractérise l'humain et qui doit être finalement aliénée aux enjeux de la croissance et du développement. Et c'est cette notion de lutte contre Malthus qui est une nécessité. Je crois qu'on sera un jour 10 milliards sur cette planète et on a besoin de productivité pour répondre à cet enjeu, devient une finalité. Et me semble-t-il, la problématique se situe beaucoup là. C'est-à-dire que finalement, si vous voulez être un bon humain, au sens où c'est souvent entendu dans le monde anglo-saxon et par contagion à l'ensemble de l'Ouest, du monde occidental, eh bien, vous devez être un ensemble, une entité qui se conforme à des enjeux de régulation sociale de façon extrêmement forte. Et je voudrais finir là-dessus. Il faut bien comprendre, et je crois que c'est important, et on ne le dira jamais assez, c'est que l'humain dans la période historique, c'est-à-dire depuis 6000 ans, depuis Sumer, c'est un humain contrarié. C'est-à-dire que notre design, il a 200 000 ans, si on parle uniquement d'Homo sapiens, et la période historique, c'est 6000 ans, donc c'est 3%, quoi. C'est très faible de tout ça. Donc on est contrarié, et donc toute la part symbolique, c'est-à-dire que le langage était presque inexistant auparavant, et le rapport à la nature était extrêmement prépondérant. Donc tous ces codes qui font qu'on coexiste ensemble, à commencer par le langage, qui est à mon avis le premier des transhumanismes, tous ces codes, eh bien, ils nous poussent à nous conformer et à voir la réalité de façon homogène. On la voit tous et toutes pareilles. Et finalement, c'est une contrainte qui s'oppose à des formes de transcendance, si elles existent, des formes de poésie, etc. Et je crois que c'est très important de le réaffirmer. C'est-à-dire que, oui, on est dans un univers qui est, par ses potentialités technologiques, extraordinaires, mais il faut se souvenir d'où on vient, et il faut surtout ne pas se laisser hypnotiser, comme on l'a fait depuis maintenant des siècles, par ces développements, parce que notre projet est contrarié. Je n'induis pas de définition de ce qu'est l'humanité, mais je crois que ces notions-là nous permettent de remettre en perspective ce qu'on pourrait être. Ça fait une formidable transition, je pense naturellement, au roman de François Régis. François Régis, sans spoiler, j'allais dire l'histoire et la fin, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi avoir fait le choix, en tant que consultant, d'écrire un roman sur ce thème-là? Pourquoi le choix de littérature, et en quoi votre héros, Christian, démarre en étant complètement attiré par ce monde de postmodernité, ou d'ultra-modernité plutôt, et attiré par tous ces progrès que peuvent amener les sciences. Je peux peut-être commencer en vous faisant un bref résumé de l'histoire. Donc, un dissident, c'est l'histoire effectivement de Christian, qui est un génie scientifique et qui est convaincu que la science et le progrès technique sont les seuls moteurs de l'évolution humaine. Et Christian, il a un rêve, il veut absolument participer à la construction du monde qui vient, du monde que nous commençons à connaître aujourd'hui. Et il va essayer justement de réunir ses savoirs en génétique, en informatique, en sciences du cerveau, pour conférer à l'homme des nouvelles facultés. Et il va avoir l'occasion justement de réaliser ce rêve, parce qu'il va être propulsé assez rapidement à la tête d'un laboratoire ultra moderne, au milieu d'une forêt au nord de New York, pour préparer justement ce transhumanisme, cette nouvelle humanité. Et c'est précisément au moment où il va avoir la capacité de préparer ce nouvel homme qui va être ébranlé dans ses certitudes. Ébranlé par les rencontres qu'il va faire, par les lectures, par les amitiés qu'il va nouer. Il va se demander en fait si ce monde rationnel qu'il est en train de construire, ce monde maîtrisable, contrôlable, est véritablement ou non le meilleur des mondes. Et cette question, elle va être comme une sorte de grain de sable qui va faire en fait dévier la trajectoire de Christian progressivement.
il va faire dévier sa trajectoire. Ça va être une sorte de note dissonante, si vous voulez, dans sa symphonie mathématique. Et c'est une dissonance qui va devenir progressivement une dissidence. Alors pourquoi j'ai voulu m'emparer de ce sujet et m'emparer de la littérature pour traiter de ce sujet du transhumanisme? D'abord parce que j'ai l'intime conviction que nous sommes évidemment à l'aube d'une révolution totale. C'est une révolution scientifique, c'est une révolution économique, parce qu'on voit bien qu'il y a des pouvoirs qui s'organisent, qui sont notamment issus très fortement de la Silicon Valley, également du côté de la Chine. C'est une révolution sociale, parce que je crois qu'un des plus grands dangers dans les années qui viennent, c'est que le fossé va se creuser évidemment entre une société, une sorte d'élite augmentée qui pourra se payer le luxe de s'offrir ces services-là, et ceux qui seront laissés pour compte. Et puis c'est une révolution anthropologique, Jean et Gilles l'ont rappelé, qui repose la question de l'homme. Et je crois que le propre de la littérature, c'est justement d'offrir à tous le moyen de comprendre des sujets complexes. La littérature, elle est faite pour tout le monde. Là où le transhumanisme, depuis quelques années, était plutôt prisé, moi j'avais l'impression, par la philosophie ou par les articles scientifiques. Donc le roman, ça me permettait, si vous voulez, de provoquer un peu le débat, de rendre accessible la chose. Et puis par ailleurs, c'est aussi une sorte de pied de nez au transhumanisme, parce qu'on est dans le domaine de l'art, on est dans le domaine de l'intuitif, du non maîtrisable, peut-être même de l'ineffable, là où le transhumanisme nous invite, me semble-t-il, dans un monde du contrôle, de la maîtrise, mais on aura l'occasion d'en reparler. Mais si on continue le pied de nez, enfin ou pas d'ailleurs, vous nous direz, si on revient dans le monde de l'entreprise, puisque là on voit bien, on est dans le champ des révolutions philosophiques, sociétales. Si je me place dans le champ de l'entreprise, je suis patron d'entreprise, mon idéal et mon rêve, c'est de recruter finalement que des gens qui seront augmentés aux super caractéristiques intellectuelles, qui vont être capables d'aller plus vite, d'avoir accès à toute l'information. Donc, Gilles, qu'est-ce que vous pourriez conseiller à ces managers? Ne recruter que des hommes augmentés et des femmes? Il y a une étape intermédiaire, c'est de recruter des gens qui correspondent au monde qui vient, sans même parler d'hommes augmentés. C'est-à-dire que c'est très impressionnant lorsqu'on observe les organisations prochaines. J'étais il y a 2 jours à Cambridge pour parler de ce sujet et de voir quelles étaient les formes d'organisation qui pouvaient émerger de cette nouvelle économie. Il y a une thèse qui commence, je crois, à s'affirmer un peu, c'est l'idée de ce qu'on appelle les frontier firms, c'est-à-dire un certain nombre d'entreprises qui auraient capté un nouveau modèle de management, un nouveau modèle d'organisation technologique et qui seraient capables de se développer incomparablement plus vite que d'autres. Ce qui expliquerait d'ailleurs qu'on ait une très faible productivité actuellement. C'est-à-dire que la thèse, qui encore une fois, je crois, commence à devenir assez consistante, c'est qu'il y a une destruction de la productivité très très forte qui a lieu dans la majorité des entreprises. Puis il y a quelques entreprises qui ont compris ces modèles-là et qui croissent extrêmement vite, en captant notamment les modèles d'organisation, les principes technologiques et le capital humain qui est nécessaire à leur développement. Moi, je suis complètement conquis et convaincu que c'est ce à quoi on assiste actuellement. Et je crois qu'il va de notre responsabilité de faire en sorte que le plus grand nombre possible d'organisations puissent s'emparer de ces sujets-là, d'une part parce que ça nous permet de contrebalancer la puissance de ces firmes qui devient préoccupante, et puis par ailleurs parce que je pense que ce modèle a des vertus. L'organisation traditionnelle, pour moi, c'est une organisation qui est très homogène dans les forces qu'elle met en œuvre, le capital humain qu'elle met en œuvre. Si vous prenez une usine ou une banque, vous allez retrouver des gens qui, dans leur grande majorité, viendront des mêmes profils. En France, c'est encore plus vrai que dans le reste des pays de l'OCDE. Et vous avez des outils, des technologies qui sont extrêmement hétérogènes. Pour moi, l'organisation moderne, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est une organisation qui maximise les opportunités de confrontation culturelle pour pouvoir s'adapter à un monde où l'une des règles, c'est l'innovation de rupture versus l'innovation incrémentale, et qui va rendre exponentielle cette potentialité par des outils qui sont extrêmement structurants, extrêmement homogènes et qui vont libérer le capital humain.
C'est-à-dire des outils de 3 types. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce sera un peu long, mais des analytics, de l'instant messaging et du project sharing, avec de l'hiérarchisation, des outils qui vont permettre de faire en sorte que d'une structure assez traditionnellement de 100 000 personnes qui va avoir, si implicitement, explicitement, une dizaine de niveaux hiérarchiques, dans une structure de type nouveau, je n'ai pas observé beaucoup d'holacratie au sens pas de hiérarchie, mais j'ai vu des structures très performantes avec 3 niveaux à peu près de hiérarchie et des niveaux de performance qui sont très surprenants. Donc je dirais que oui, sûrement, avoir Wikipédia plugué derrière, ça doit être assez utile. Mais je pense que le stade intermédiaire, en attendant, c'est déjà de comprendre ces modèles-là qui sont massivement incompris. C'est-à-dire que quand je raconte ça, d'abord, je ne connais pas de firme en France qui est organisée comme ça, du tout. J'en connais plein aux États-Unis, je connais qui commencent à essayer de s'organiser comme ça. Mais le simple fait d'énoncer ça auprès de CEO d'entreprises du CAC 40, vous avez une sorte de silence poli en réponse qui est assez préoccupant. Voilà. Et Jean, pour continuer dans cette vision un peu prospective de ce que pourraient être les entreprises de demain, qu'est-ce que vous voyez, vous, en termes d'évolution de l'organisation, en termes de cohabitation entre les hommes et les machines, en termes de nouveaux métiers, peut-être ? Oui, effectivement, parce que je pense que ce qui est intéressant pour l'entreprise, concrètement, c'est pas tellement de se poser la question quand est-ce qu'on aura un homme augmenté avec des super pouvoirs, parce que je crois, comme je vous l'ai dit, que nous sommes encore dans un très, très, très cas embryonnaire par rapport à ce qui concerne notre compréhension de la conscience. Ça sera peut-être un siècle, peut-être moins, mais en tout cas des décennies. Regardez aujourd'hui l'Alzheimer, on n'a pas la moindre idée de comment on prend le truc. Si on avait une vraie compréhension du vivant, vous savez ce qu'on pourrait faire ? On pourrait faire demain une vache qui se nourrirait uniquement de lumière solaire. Ce serait une telle économie pour le paysan. Sauf que ça fait des millions et des dizaines de millions d'années que les plantes vivent de lumière solaire. On n'a pas la moindre idée comment faire ça, vous voyez. Donc, encore une fois, n'oubliez pas que dans la vie, contrairement à tout ce qu'on vous dit, contrairement à tout ce qu'on vous raconte dans les médias, on veut pas vous décourager de donner pour le Téléthon ou pour la lutte contre le cancer, mais c'est vraiment totalement embryonnaire. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point, comme pour quelqu'un qui, comme moi, il a eu la chance de connaître quelques grands scientifiques et prix Nobel de médecine, en privé, on sait qu'on est très 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 loin du niveau où on est au niveau technologique. Donc ce qui va concerner l'entreprise, ça va être la cohabitation, non pas avec des hommes transformés, mais avec des intelligences artificielles. Et là, il y a plein de situations très intéressantes. Je veux dire, moi, je prédis par exemple un nouveau métier. Actuellement, par exemple, il y a un journaliste du Monde qui raconte sur son blog d'expérience, il est éleveur d'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il a 2 types d'intelligence artificielle différentes qui vont chercher des milliers d'informations chaque jour pour lui. Petit problème, 99% de ce qu'elle rapporte n'a absolument aucun usage pour lui. Alors il les élève en disant, tu vois ça, il note ce qu'elle rapporte, un peu comme un chien à qui on noterait la qualité des os qu'il rapporte. Alors ça sert à rien, ça c'est utile, ça me sert à quelque chose. Et donc avec ça, il va upgrader le niveau et donc la pratique de ces intelligences artificielles qui vont lui rapporter de plus en plus d'informations utiles. Donc l'idée, c'est en fait que manager des ressources, de l'interface des ressources entre l'homme et l'intelligence artificielle, c'est un nouveau type de DRH, je ne sais pas comment on va appeler le DRHM. Eh bien ça, je pense que c'est un métier qui est promis à un très grand avenir, parce qu'il va effectivement, une intelligence artificielle toute seule ne peut pas faire grand-chose, ne comprend pas grand-chose. Il y a un roman que je vous conseille qui s'appelle ADA, c'est le nom d'un programme informatique, mais c'est surtout un roman de science-fiction qui se passe aujourd'hui, à demain, à Silicon Valley, et c'est une intelligence artificielle qui doit écrire des romans à l'eau de rose. Et évidemment, c'est très complexe de lui expliquer ce que c'est que l'amour, les sentiments et les phrases qu'elle doit mettre ou ne pas mettre là-dedans. Et donc, elle veut essayer de comprendre l'être humain pour faire ses romans à l'eau de rose. Donc oui, là, il y a une interface, une collaboration homme-machine qui est nécessaire pour tirer le plein fruit pour une entreprise de ses progrès. Et puis, c'est à part, mais c'est un autre métier que je vois arriver très important aussi, qui est le métier, et là aussi, il faudra former des intelligences artificielles pour le faire, parce que ça va devenir tellement gigantesque que les hommes ne pourront pas le faire, mais c'est ce que vous voyez déjà aujourd'hui avec les décodeurs du monde. Aujourd'hui, au monde, il y a, je sais pas, 10 personnes payées pour vérifier les informations qui sortent tout le temps, car il faudra savoir que plus Internet va se développer, plus les fake news, chers à notre président américain, vont se développer, et plus l'information aura besoin d'être vérifiée, et plus il y aura des métiers de vérificateurs
d'information, qui seront des métiers qui vont devenir importants et bien rémunérés pour ceux qui seront les plus forts. Et le petit problème, c'est que la masse d'information va être telle que c'est là où la collaboration homme-machine, c'est pas la machine toute seule qui pourra vérifier une info, c'est pas l'homme tout seul qui pourra vérifier les infos. Donc je vois différents métiers qui vont se développer autour de ces concepts-là, mais il y en aura encore certainement beaucoup d'autres, mais voilà les premiers que je vois. Je suis d'accord avec Jean sur l'idée que effectivement, on est encore très loin des scénarios de science-fiction. On est encore très loin, même si on voit la tendance de ce que pouvait décrire Huxley au début des années 30. Mais on peut se demander justement vers quoi on va. Et en fait, c'est peut-être ça qui peut nous intéresser. Au-delà même de savoir dans combien d'années on sera capable d'avoir telle ou telle prothèse ou de nous connecter par la pensée à tel ou tel objet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir vers quoi on va. Et il me semble qu'il y a 4 grands sujets qui sont directement concernés en tout cas, 4 grands sujets où l'entreprise est directement concernée et qui sont en lien avec ce que j'appelle une idéologie transhumaniste. Parce que je crois que c'est une idéologie. Qu'est-ce que c'est une idéologie ? C'est une volonté de maîtrise du monde. C'est une volonté aussi de vision du monde. Donc c'est une certaine grille de lecture sur le monde. C'est vrai qu'on n'est pas encore capable aujourd'hui de connecter notre cerveau à un serveur. Très bien. Mais moi, ce que je vois dans le transhumanisme, finalement, c'est quand même d'abord une idéologie qui est permise par la technique. Je viens de terminer un livre qui s'appelle La lenteur de Kundera. C'est un très beau livre que je vous recommande chaudement, où Kundera nous explique que la lenteur nous a permis, que la technique nous a permis de nous adonner à ce qu'il appelle le démon de la vitesse. Donc si on dit que le transhumanisme est appuyé par la technique et que par ailleurs la technique nous pousse dans une sorte de fuite en avant, d'accélération, ce que l'entreprise connaît aujourd'hui, on peut évidemment faire un lien direct entre le transhumanisme et l'accélération. Et je crois que l'entreprise est directement concernée par ce souci d'accélération, puisqu'elle doit aller toujours plus vite, toujours plus fort. C'est le propre, en quelque sorte, de notre modèle capitaliste traditionnel. Donc la première limite que je vois au transhumanisme et le lien que je vois entre le transhumanisme et l'entreprise, c'est le retour, c'est ce lien entre la technique et la vitesse, et cette invitation, au contraire, à ralentir la cadence. Ce matin, on a eu la joie d'écouter Laurent Bibard qui nous parlait de complexité et de simplicité, et qui nous expliquait également le lien entre l'accélération et la complexité du monde. Peut-être que aux dirigeants revient justement la responsabilité de savoir ralentir la cadence pour redonner un peu de sens à leurs actions et pour éviter de se disperser. C'est la première chose que je vois. Et puis, je vois autre chose, c'est que, Gilles en a parlé, on est dans un monde qui est un peu gouverné par à la fois la performance et les outils de mesure. Et ces outils de mesure tendent à homogénéiser un peu les entreprises puisqu'on répond de la même manière, on rend compte de la même manière de notre performance. Il me semble qu'il y a aussi là un lien, puisque je crois que le transhumanisme, c'est aussi l'idéologie de la performance physique, intellectuelle, qu'elle passe par des outils de mesure. Et je vois tout de suite une limite, c'est que la mesure ne cerne pas tout le réel. La mesure ne cerne pas tout le réel. Donc, quelles sont justement les valeurs que nous voulons mettre en valeur, si je puis dire ? C'est la deuxième chose que je vois. Et puis la troisième chose que je voulais dire, c'est que, et là peut-être que l'entreprise a déjà une réponse et qu'elle a déjà prouvé. Le transhumanisme est centré sur l'individu. Même pas la personne humaine, mais l'individu. Et c'est en quelque sorte une sorte de, à mon avis, un symptôme de nos sociétés individualistes, si vous voulez. Et l'entreprise a prouvé que l'intelligence collective était possible. Et donc là, il y a une réponse qui est faite par l'entreprise, une sorte encore une fois de pied de nez, justement sur ce diktat à la fois de la mesure, de l'accélération, de la performance et de l'individualisme. Je vous en prie. Un tout petit mot pour réagir. Oui, cette question de la lenteur est très importante. Moi aussi, elle
me fait réfléchir. Stéphanie a eu l'occasion de rencontrer Thomas Ledacek, qui est un économiste qui a été proche de Václav Havel, qui a écrit L'économie du bien et du mal, où il dit effectivement le problème, et c'est une question clé, on est tous dans une course automobile, tous, les concurrents, les entreprises entre concurrents et les pays entre nous. On est en train de foncer vers le Grand Canyon du Colorado. Et en fait, quand on verra le canyon, ce sera trop tard pour freiner. On pourrait changer de voie, mais et le problème, c'est qu'on se dit, si nous on ralentit, eh ben, les autres, ils vont accélérer et on va perdre, du chiffre d'affaires, de machin, etc. Et donc, juste avant, là, j'ai découvert, c'est un cas que je ne connais absolument pas, je pensais même que, et je ne suis pas le seul d'ailleurs que l'entreprise avait disparu, c'est la Camif, et le PDG Emery Jacquia, je dois écorcher son nom, a fait un truc, il a fait plein de trucs incroyables, mais il a fait un truc incroyable hier. Il a fermé son site pour Black Friday en disant « Aujourd'hui, nous ne vendrons rien. Nous ferons 0 chiffre d'affaires. » Et il a dit à tous ses internautes « Nous ne vendrons absolument rien aujourd'hui. Et je vous demande de ne rien acheter sur Amazon ou ailleurs. Faites un don. Donnez du temps à une association. Tous les salariés sont partis donner du temps à des associations. Elle dit donnez du temps, donnez de l'argent à des associations, faites quelque chose. 0 achat pour Black Friday. C'est incroyable de prendre un risque comme ça quand on a un grand site de vente internet. Il a fermé son site pour faire 0. Ah oui, donc voilà, ça c'est un exemple que j'ai découvert il y a une demi-heure et je pense que ça mérite parce qu'il faut du culot pour faire ça. Mais effectivement, oui, je pense que ça a du sens et qu'il faut encourager ce genre de démarche. Voilà pourquoi j'en parle. C'est marrant, j'ai fait un tweet hier exactement sur le même sujet. Pas d'achat pour Black Friday. Pas d'achat hier. Donc, vous êtes en train d'opposer un monde de recherche, de performance, de perfection, en fait, qu'on peut imaginer via le transhumanisme, à autre chose, à de la poésie, vous disiez, Gilles. À quoi d'autre ? Je dis que la poésie n'est pas incompatible avec l'émergence de ce monde, et je crois qu'il y a quelques mots-clés qui ont été évoqués, mais il n'y a pas très longtemps, c'était hier ou avant-hier, je déjeunais avec Joël de René, un garçon qui est apprécié par plusieurs personnes ici, et qui me disait une chose que je trouvais extraordinaire. Il disait, en fait, le réductionnisme a fait l'hypothèse de la simplicité. Et la vraie hypothèse, l'hypothèse que tu dois voir avec tes amis scientifiques, c'est l'hypothèse de la complexité. Oui. C'est-à-dire que mais c'est logique en fait. A priori, si on postule du fait que les dimensions du temps, de l'univers sont plus complexes qu'elles sont, il y a potentiellement une infinité de complexité. Et donc, les notions de réductionnisme sont finalement des notions qui sont valables dans le monde de la bande dessinée, en quelque sorte, je crois. C'est un peu provocateur, mais quand vous voyez que des auteurs comme Harari ou des médecins font des livres qui se vendent bien sur l'intelligence artificielle, des choses comme ça, en expliquant que tout cela s'explique et que finalement nous ne sommes qu'un tas de mécaniques, on va démonter petit à petit, puis on ira à la dernière pièce du carburateur et on saura ce que c'est que la conscience. Alors je caricature un peu et je le regrette, mais c'est vrai que j'étais en venant ici en DM sur Twitter avec Laurent Alexandre. On s'engueulait comme souvent parce qu'on est des amis, voilà, mais je trouve qu'il est important, et il est important pour vous, pour l'Europe, pour la pensée collective, de contrer ces idées-là, parce qu'elles sont simples, et du fait qu'elles sont simples, elles se communiquent beaucoup, et elles ne nous aident pas, je crois, à appréhender le monde qui vient. Oui, c'est essentiel ce que Gilles vient de dire sur le non-réductionnisme. Moi, je pense qu'en fait, le transhumanisme est le dernier avatar du scientisme, le dernier avatar du monde moderne. Ce n'est pas une pensée post-moderne. Voilà pourquoi je pense qu'il échouera dans dans son essence, qui est cette religiosité qui consiste à dire que finalement, l'homme n'étant rien d'autre, la conscience que d'une machine, on peut le mettre dans une machine. C'est la religion de la machine, c'est du scientisme. Et donc, je fais le pari qu'il échouera, parce qu'au XXIe siècle, je fais le pari qu'on découvrira qu'en fait, l'être humain et la conscience est quelque chose d'infiniment plus complexe, d'infiniment moins réductible. Mais c'est un pari, Il y a la majorité des neurologues, je ne vous le cache pas, pensent le contraire de ce que je suis en train de vous dire. J'ai quand même quelques
quelques raisons et quelques amis scientifiques derrière moi pour le penser. Donc ça va être le grand débat. Ça peut vous étonner que quand on parle de l'arrivée du transhumanisme dans l'entreprise, on arrive sur un débat philosophique. Et vous avez vu, lui, qui est un homme pratique, il vous apparaît de poésie. C'est pas moi, c'est Gilles qui apparaît de poésie, qui est pourtant un serial entrepreneur. Eh bien oui, on est obligé de se positionner sur des questions fondamentales que l'humanité se pose depuis des milliers d'années. Qu'est-ce que l'homme? Qui sommes-nous? Connais-toi toi-même. Qu'est-ce que la conscience? On va se poser ça de façon cruciale. Pourquoi? Parce que si la conscience de l'être humain est vraiment un épiphénomène, alors nous serons remplacés par des machines. Que ce soit en 2100 ou en 2050 ou en 2300, peu importe, on sera remplacé par des machines. Si par contre le cerveau est l'équivalent si vous voulez, d'un poste de télé, si vous changez évidemment vos composants dans le poste de télé, vous n'avez plus de son, vous n'avez plus d'image. Donc mais ce n'est pas la télé qui crée évidemment le son et l'image. Si le cerveau est en fait un transmetteur de quelque chose, et c'est l'hypothèse que je favorise évidemment, elle est minoritaire, alors là, je pense que l'humanité a encore des beaux jours devant elle, et je pense aussi que dans l'entreprise, eh bien, il faudra continuer à investir sur l'homme et pas seulement sur les machines, parce qu'il y aura une dimension de créativité, d'intuition, entre autres, et ça je le vois au niveau des très grands mathématiciens que j'ai eu la chance de fréquenter, une dimension d'intuition que ne pourront pas avoir les machines. Je crois qu'il faut donc pousser le raisonnement à son aboutissement, qui est que si on souhaite faire une forme d'apologie du transhumanisme, on ne peut en tirer que la conséquence qu'on doit accepter d'être eugéniste, parce que ça revient à acquiescer, à reconnaître que la machine finalement est supérieure à l'homme, ce qu'elle est sur bien des plans. Mais je crois qu'une limite forte, c'est quand même celle de la conscience, et que dès qu'on rentre sur ce sujet et qu'on considère que la conscience peut être mécanisée, on peut avoir des raisonnements qui sont un peu brutaux à bien des égards. Je rebondis juste sur ce que disait Jean à propos du fait que le transhumanisme est le dernier avatar de la modernité. Je suis assez d'accord, et d'ailleurs si on relit toute la philosophie moderne en partant de Descartes, La maîtrise, l'homme-machine, la maîtrise. Pic de Lemierre-Randall, etc., on retrouve évidemment déjà des idées du transhumanisme. Mais j'ai quand même l'impression que tout en étant un avatar de la modernité, le transhumanisme s'appuie sur la postmodernité, notamment sur une déconstruction de l'homme. Et qui a été, pour le coup, ça c'est une idée qui a été vraiment développée par la philosophie postmoderne. Il faut relire Foucault et Deleuze sur cette question-là de déconstruction de l'homme, déconstruction des formes d'autorité traditionnelles. Et ça, je pense que c'est un terreau fertile pour le développement du transhumanisme. Oui, là, juste une petite note, mais ça c'est peut-être un peu trop spécialisé. Je n'ai pas du tout la même... J'essaie de développer une autre appréhension de la postmodernité que celle de Foucault et compagnie, et même d'un de mes maîtres et amis, Michel Maffezoli. Je n'ai pas la même lecture que lui de la postmodernité, même si on se rejoint sur beaucoup de plans. Pour moi, la postmodernité, c'est le retour aux questions de sens, c'est le retour justement à une dimension plus profonde du réel, c'est le retour à une dimension non réductionniste du réel, qui retrouve, et ça je suis d'accord avec Maffezoli là-dessus, il appelle ça la spirale dynamique. On était là dans un monde pré-moderne, on passe au monde moderne, on retrouve des idées du monde pré-moderne, mais on les retrouve à une autre altitude. Il ne s'agit pas de revenir en arrière. Donc sur ce plan-là, je suis tout à fait d'accord avec quelqu'un comme Maffezoli sur le fait que la postmodernité retrouve du sens, justement. Et pour moi, donc, la postmodernité n'est pas du tout de la déconstruction, évidemment. Pour moi, ça, c'était un peu, comment dire, c'est comme on prend, vous savez, l'acide, on dissout pour... En alchimie, on dissout pour reconstruire derrière. Il y avait effectivement une déconstruction nécessaire pour dissoudre certaines choses de la modernité, mais c'est pas ça qui va donner un sens au futur. D'accord, c'est beaucoup plus clair. Merci. Jean, qu'est-ce que dans les entreprises on devrait surveiller? Qu'est-ce qu'on devrait regarder? Qu'est-ce qu'on devrait observer pour se préparer, pour anticiper, pour être capable de réagir? Je vais dire c'est dans les entreprises, mais c'est surtout ces progrès-là. En fait, je vais vous donner une clé pour les comprendre. Il y a deux grandes étapes qui sont importantes, pas seulement pour les entreprises, mais elles sont d'abord importantes pour les entreprises et le business, mais elles sont importantes pour toute l'humanité. Ces deux étapes sont le test de Turing. Je crois que tout le monde connaît le test de Turing, c'est vous discuter avec un ordinateur ou un être humain par WeChat, par clavier interposé, etc. Et vous ne savez pas, au bout d'un certain temps, si c'est un être humain ou un ordinateur. Si c'est le cas, l'ordinateur a gagné. Je vous ai dit que c'était le robot Sophia là, de Hanson Robotics qui est le plus près de le faire, mais il est encore loin de le faire parce que vous voyez qu'il y a quelqu'un sur scène qui est là pour l'aiguiller dans ses réponses. S'il était tout seul face à vous, au bout de 5 minutes,
minutes, à mon avis, il est complètement largué. Mais un jour, ce test sera forcément passé. Le meilleur exemple, je fais beaucoup de références au film de science-fiction, c'est Her, H-E-R, en anglais, elle, en anglais, avec Joaquin Phoenix, et la voix de Scarlett Johansson, où vous avez un téléphone portable qui passe totalement le test de Turing, évidemment. Donc ça, c'est la première chose à surveiller, parce qu'il y aura énormément d'applications. Mais dans Her, l'ordinateur simule une femme amoureuse. D'ailleurs, elle est en connexion avec 9999 hommes au même moment, ce que le héros apprend à la fin et qui le déçoit légèrement. Donc, venez de spoiler le film. c'est un peu bon. Mais moi, je vous propose un autre test. Ça, c'est breveté Jean Stone, si j'ose dire. C'est le test 2001, Odyssée de l'espace. Dans 2001, Odyssée de l'espace, ce qui est très intéressant, c'est que l'ordinateur HAL 9001, il est programmé pour sauver la vie de l'équipage et pour l'aider dans sa mission. Or, il va tuer tout le monde. Il va tuer tout le monde, pourquoi ? Pour sauver sa peau, c'est-à-dire dans sa vision d'ordinateur à lui, pour éviter d'être débranché. Alors là, vous voyez, il y a une différence fondamentale, et ça, c'est à surveiller, entre simuler un être humain et éprouver ce qu'éprouve un être humain. La grande question, c'est est-ce qu'on aura un jour une intelligence artificielle qui va éprouver de la faim quand sa batterie va arriver à extinction ? Est-ce qu'elle va éprouver la faim ou la soif quand elle n'aura plus de batterie ? Est-ce qu'elle va éprouver de la haine ou de l'amour ? Est-ce qu'elle va éprouver de la peur au moment où elle verra qu'un être humain s'approche du bouton off, vous voyez ? Alors ça, c'est le test 2001. Si un ordinateur est programmé pour me sauver la vie et qu'il me tue, je lui reconnaîtrai la qualité d'être humain équivalente à moi. Pour l'instant, je pense, pour des tas de raisons, que c'est totalement impossible et même que ça n'arrivera jamais. Mais je peux me tromper, car je suis évidemment, on est prospectiviste en monde complexe, il faut être humble, je l'ai déjà dit. Donc ça, c'est à surveiller de très très près, parce que c'est sans doute la grande rupture, possible ou pas possible. Ça arrivera si ça doit arriver avant 2100. Qu'on ne me dise pas si c'est pas arrivé en 2100, je serai plus là pour le voir, que c'est possible. Donc au cours du 21e siècle, on aura ce test décisif, le test 2001 Odyssée de l'espace, qui nous dira, j'allais dire en creux, ce que c'est que l'être humain. Est-ce qu'on est vraiment imitable par une machine dans notre être profond, dans ce qu'on éprouve, ou est-ce qu'il y a quelque chose que la machine ne peut pas imiter ? C'est ça le truc à surveiller le plus important, mais d'abord il y a le test de Turing, ça va arriver d'ici 5-10 ans je pense. Je ne sais pas, Gilles a peut-être plus d'idées. Voilà les choses à surveiller en tout cas pour moi. À l'écrit, il y a déjà, vous pouvez trouver sur Internet tout un tas de petits robots qui sont assez marrants d'ailleurs, avec lesquels vous pouvez converser. Donc, et on peut, d'ailleurs certains sont spécialisés sur certains thèmes, il y a des robots psychanalystes qui sont assez drôles. Bon, je pense que si on mettait une bonne interface, on pourrait sans doute se laisser leurrer assez facilement. Mais je crois que pour autant, je vous invite à le faire. Vous tapez robot psychanalyste, ou je ne sais, alors c'est généralement en anglais. La conversation à certains moments prend des directions qui montrent qu'il y a un petit égarement de la machine. C'est assez drôle en fait sur ce genre de choses. Pas d'autres réactions ? Est-ce que certaines personnes de la salle, que vous soyez étudiants... Pardon, en fait, parce que vous posiez la question des marges de manœuvre, qu'est-ce qu'on fait face à ça Alors oui, François Régis, qu'est-ce qu'un manager peut faire dans l'entreprise ? Puisque Christian, lui, n'a pas trouvé sa place dans l'entreprise. Oui, c'est vrai. Alors Christian, qui est le personnage principal du roman, comme je vous l'ai dit, il était ébranlé dans ses certitudes, donc il a du mal à trouver sa place dans cette entreprise. Et je crois que la question de la marge de manœuvre, elle appelle la question de la responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Qu'est-ce que le manager fait face à ça ? Je voudrais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote. Il y a 2 ans, le cabinet dans lequel je travaille, Kea, m'a offert l'occasion de faire une parenthèse dans mon cursus et de partir suivre ma femme au Vietnam pour y travailler. Et j'ai intégré Lazada, qui est un groupe de e-commerce leader sur son marché en Asie du Sud-Est. Lazada, c'est ce qu'on appelle une licorne. Donc c'est une start-up valorisée à plus d'1 milliard de dollars qui a une croissance extrêmement soutenue. Et à l'époque où j'y étais, on était en passe de se faire racheter par Alibaba. Et la croissance était tellement soutenue qu'on m'a demandé de grossir mes équipes. Donc j'ai recruté à tour de bras. J'ai reçu beaucoup de profils. Et un jour, je suis tombé sur quelqu'un de très intéressant, un excellent profil, parce que je trouvais qu'il avait une ouverture d'esprit incroyable. Il rebondissait à chaque fois et de façon très juste sur les informations qu'il pouvait avoir. Et puis il avait une sorte de sympathie naturelle qui est un atout, je pense, pour l'adhésion de l'équipe. Et en fait, je ne l'ai pas pris, cet individu-là. Je ne l'ai pas pris parce que j'ai fait le constat qu'il ne collait pas avec les valeurs de l'entreprise.
C'était une entreprise, je ne vais pas être manichéen, mais c'était quand même une entreprise où je remplissais 4 fois par jour des tableaux de bord pour rendre compte de ma performance, et tous les managers faisaient la même chose, sur des indicateurs financiers, économiques assez classiques. Et ça me prenait énormément de temps. Et le reste du temps, c'était essayer de grossir coûte que coûte. Il y avait vraiment un seul objectif, la croissance. Et donc je ne l'ai pas pris parce qu'il ne correspondait pas à tout ça. Tout à l'heure, je rebondis parce que tout à l'heure, on a eu Alexis Michalik, qui est dramaturge, qui a écrit Edmond qui nous parle de Cyrano de Bergerac. Cyrano, c'est quoi? C'est le panache et la poésie, pour faire un petit clin d'œil à ce que disait Gilles. C'est le panache et la poésie. Et ben moi, j'avais l'impression, en recevant cet individu, qu'il avait la capacité justement d'apporter à l'entreprise à la fois du panache et de la poésie. Et ben je ne l'ai pas pris. Et ben peut-être que la responsabilité du dirigeant, elle est là. Elle est de faire de la place dans l'entreprise à des gens qui sont capables d'apporter un peu de panache et de poésie. C'est-à-dire des gens qui sont capables d'inspirer les équipes et en même temps pas forcément de rentrer dans toutes les cases qu'on pourrait avoir d'habitude, dans tous nos tableaux de bord habituels. Je suis convaincu qu'il y a de la place pour la poésie. En gros, si Cyrano toque à votre porte, embauchez-le. Je crois que chez Kéa, on l'a fait. Merci François-Régis. Est-ce qu'il y a quelques questions de la salle? Pas forcément beaucoup, puisqu'on est assez minuté par le temps. J'avais une question, s'il vous plaît. Je voulais vous parler de Cambridge Analytica. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, TensorFlow est dans le domaine facilement accessible. Les réseaux de neurones profonds permettent assez aisément de prédire les opinions politiques, le profil de personnalité des gens, leur sexualité. Bon, j'en programme dans le domaine de la chimie, donc on fait quand même des choses assez merveilleuses. Et c'est en ce moment. Donc on sait très bien prédire quels vont être les comportements, les valeurs des gens. Donc ça peut éventuellement se connecter à la messagerie d'entreprise et donc la direction peut très bien savoir que telle personne est plutôt de droite, plutôt de gauche, ou qu'elle est plutôt introvertie, extravertie, ou qu'elle est plutôt, avec les 5 dimensions du test Océan, sont assez facilement modélisables. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en étudiant ce que vont produire les gens au travers des outils digitaux, il est possible de savoir s'ils correspondent à ces fameuses valeurs d'entreprise ou pas et prendre des décisions RH, ce qui pose quand même un problème d'arbitraire, ce qui pose aussi un problème si ces informations sont disponibles pour les assureurs, etc. Donc aujourd'hui, on sait que les GAFA sont tout à fait capables de faire ça et de connaître quels sont nos petits secrets cachés. Demain, est-ce que cette capacité à ce que ces technologies soient disponibles pour chacun ou pour toutes les entreprises, et aujourd'hui, ce n'est pas tellement régulé, est-ce que vous pensez que ça ne pose pas un problème à la fois de démocratie dans le cadre de Cambridge Analytica, mais aussi en termes d'éthique? Oui, alors je pense que vous n'ignorez pas que cette entreprise est au cœur d'une polémique un peu poussée à l'égard des élections américaines, du Brexit également, et qu'on soupçonne qu'elle a été utilisée pour justement essayer d'influencer assez massivement, je crois, les électeurs au travers de campagnes de mailing ciblées et de messages ciblés, je dirais personnalisés, à cette fin. Et c'est un sujet, je crois, qui est fondamental. Il faut comprendre que la réglementation à l'égard des sujets de la donnée ne fait que commencer. Donc on a un texte qui entrera en vigueur le 25 mai 2018 qui s'appelle le GDPR, qui est le texte qui a fait l'objet du plus intense lobbying dans toute l'histoire de la Commission européenne. Je l'ai vu de mes yeux, c'était très impressionnant. Et au moment même où ce texte commence à arriver, on se rend compte que pour une large part, il sera potentiellement obsolète à l'égard des réseaux de neurones. C'est-à-dire que les réseaux de neurones ont comme caractéristique de ne pas avoir de règles, en particulier lorsque vous laissez travailler ces réseaux dans des modes qui sont ce qu'on appelle non supervisés. Ils peuvent devenir racistes, potentiellement prendre des décisions tout à fait iniques, etc. etc. Et je crois que c'est un sujet sur lequel les acteurs politiques commencent tout juste à se positionner. Vous savez qu'en France, on a une mission qui s'appelle la mission Villani, qui a un objectif principalement économique, mais qui s'est également intéressé à ces sujets d'éthique. Et je crois, enfin pour ma part, j'ai beaucoup insisté lorsque j'ai été auditionné sur la nécessité
et bien finalement de faire en sorte que les gens qui sont formés à l'ensemble de ces métiers, les métiers du code, de l'algorithmie et de l'intelligence artificielle, de systématiser auprès de ces gens-là finalement de l'éthique, des cours d'éthique, la prise de conscience de ces sujets. Et je pense qu'il est important à l'égard des États, des régulateurs d'une façon générale, d'avoir une meilleure culture de ces sujets, parce que on est face à un moment dans l'histoire du droit, dans l'histoire de la régulation, où très clairement les implications technologiques, notamment de l'intelligence artificielle, sont potentiellement très importantes. Et il va falloir éviter de faire des régulations qui sont inappropriées, comme ça a souvent été le cas en matière de technologie. Et pour autant, je suis à peu près convaincu qu'on ne pourra pas faire l'économie de réglementation. Donc je crois que d'avoir, au-delà du droit, et c'est ce qu'on observe d'ailleurs également dans Berkman Center aux États-Unis, on réfléchit beaucoup à ces sujets, avant tout de poser des postulats éthiques autant que possible dans les entreprises, ça va être une nécessité. Donc vous posiez la question de savoir finalement qu'est-ce qu'on doit faire quand on est chef d'entreprise dans ces sujets. Eh bien, voilà un bon exemple qui montre que finalement la qualité du capital humain doit être probablement plus prise en compte qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que la caractéristique, je crois, du monde que j'espère que l'on quitte, c'est le fait d'être capable, comme tu le disais à l'instant à propos du canyon, je ne sais quoi, d'avoir une lobotomisation suffisamment forte de sociétés de masse pour qu'on saute tous de la falaise. Voilà. Et donc, il me semble que face à un monde où les cycles d'innovation sont de plus en plus courts et la notion d'agilité est pour des questions pragmatiquement économiques nécessaires, il faut développer des gens qui ont des capacités critiques en tant qu'individus qui sont plus importantes, et cette pluridisciplinarité qui est une nécessité face à la complexité, notamment technologique, devient un impératif. Et dans cette complexité, je pense qu'il y a également la capacité à pouvoir être un donneur d'alerte, à pouvoir avoir un avis différent qui soit exprimé et respecté en tant que tel. C'est très difficile pour les organisations qui sortent de processus militaires. La première et deuxième révolution industrielle ont été organisées sur des principes, c'est Max Weber qui l'explique très bien, militaires. Et donc, si on veut continuer à créer de la valeur, si on veut être capable d'intégrer les externalités négatives, il faut changer de modèle. Et c'est, je crois, finalement, un message très important, c'est que ce n'est pas un incrément, c'est une rupture. Et rupture, les cultures d'entreprise traditionnelles ne savent pas les vivre. Et le sujet pour moi, c'est de savoir si on va pouvoir passer les entreprises traditionnelles, si elles vont pouvoir muter dans cette nouvelle ère. Elles n'ont pas pu le faire entre la première et la deuxième révolution industrielle. Est-ce qu'on pouvait le faire entre la troisième et la quatrième? Juste pour être provocant, ce genre de choses va se développer forcément, tout ce qu'on appelle le big data, etc. Et c'est pas Gilles qui dirait le contraire, qui lui-même est un spécialiste d'analyse de ça, mais je dis, finalement un jour on découvrira que c'est pas si fort que ça. C'est-à-dire, on va le disrupter. Je donne un exemple. Imaginez une entreprise qui fait du flicage des salariés, comme vous l'avez dit, avec la gestion hyper fine par intelligence artificielle de tout ce que font les salariés pour essayer d'optimiser ces salariés. Ben, vous savez quoi? Cette entreprise, elle va peut-être découvrir qu'elle sera beaucoup moins performante qu'une entreprise, toujours le cas que j'ai vu tout à l'heure, qui est vraiment, on parlait tout à l'heure de poésie et de Cyrano de Bergerac. Eh bien, dans le cas de la Camif, ils ont embauché une artiste, oui, une artiste en résidence à temps complet dans l'entreprise. Et qu'est-ce qu'a fait entre autres cette artiste? Elle était furax de voir que les gens se parlaient par Internet ou par Twitter, par signaux, alors qu'ils étaient dans les bureaux tout proches. Donc elle s'est mise à suivre toutes les personnes qui, dans l'entreprise, allaient parler à une autre personne. Et derrière cette personne, elle mettait du scotch rose et elle matérialisait sur le sol tous les déplacements dans l'entreprise de deux personnes qui sont allées parler à une autre personne. Et au bout d'un certain temps, ça a encouragé les gens à aller se parler. Certains lui ont même demandé du scotch rose pour eux-mêmes marquer leurs traces en scotch rose pour dire voilà, j'ai besoin d'aller voir cette personne. Et il y avait un véritable tapis de scotch rose, on nous a montré par terre. Eh bien, c'est possible qu'une entreprise comme ça, elle soit beaucoup plus performante. Une entreprise qui a une artiste en résidence, qui ose faire ce genre de choses et qui remette du lien social et des contacts humains dans l'entreprise, elle sera beaucoup plus performante qu'une entreprise qui va avoir recours, excusez-moi, au truc de monsieur de Cambridge Analytica, etc. Vous voyez, ça c'est mon pari et je pense que ça se vérifiera dans le futur. Donc
Donc quand on aura vu quelques exemples comme ça de disruption de la disruption en quelque sorte, eh bien on va dire, bon tout ça c'était bien gentil, c'est des technologies, mais finalement c'était un truc de gamin, il y a beaucoup mieux que ça, c'est de redécouvrir effectivement la dimension humaine, le contact humain, et on passera à autre chose. Voilà, ça c'est mon pari. Mais ça prend encore quelques temps, parce que les chefs d'entreprise aiment bien les joujoux, alors un joujou technologique comme ça, oui, why not? Je suis provoquant là. Alors je regarde l'heure. Je me risquerai pas à essayer de faire une synthèse de cette table ronde, ni de cette journée, au risque de paraître réductrice. Moi, j'avais juste envie de partager une émotion, puisque après tout, on est justement dans l'expression de quelque chose qui est propre de l'humanité, dans l'émotion. Moi, je trouve qu'en vous écoutant, là où dans le transhumanisme, on aurait pu voir beaucoup de menaces, je sors de ce moment avec de l'optimisme. Voilà, on est dans un moment d'incertitude, comme le dirait Laurent Bibard ce matin, mais face à cette incertitude, je pense qu'on peut avoir de la foi et de la croyance. Et moi, je vous propose qu'on soit tous, quelque part, des managers dissidents et qu'on aille au-delà du management par la performance, la norme, les indicateurs de productivité. On voit bien qu'il y a une richesse dans l'entreprise et dans les hommes qu'il faut aller prôner et développer. Merci à tous les trois.